La chute humiliante de Diodra, le chevalier du désespoir, la bague disparue de Percy, le véritable visage de la magie désespoir, la probable arrivée des périls à Anfuin et une simple victoire qui pourrait cacher une erreur fatale. Le chapitre 198 des 4 chevaliers de l'Apocalypse marque peut-être le début du véritable affrontement. Un chapitre troublant, stratégique et lourd de sens. Donc, yo les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien car pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la review complète du chapitre 198 des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Perceval contre Diodra, espoir contre désespoir. Un chapitre rapide, violent, presque humiliant pour le cavalier du désespoir. Mais aussi un chapitre riche en indices et peut-être même en pièges scénaristiques. Car ouais, les apparences sont trompeuses. Et si ce combat n'était que le début d'un affrontement bien plus profond? Et si Diodra n'avait toujours pas révélé sa véritable carte? On va décortiquer chaque détail, chaque planche et creuser des théories que peu ont osé imaginer. La perte de la bague de Percy, la véritable magie de Diodra, la mort de Varghese, une review complète et comme d'hab avec plein de sauce bien évidemment. Une review aux petits oignons en fait. J'espère que ça vous plaira. Aussi, avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson. Pensez à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, même si perso je sais que c'est déjà fait putain. Et surtout, lâchez vos avis et tout dans les commentaires. Je vous lis et essaie de tous vous répondre. Sur ce, je ne vous embête pas plus. Bonne vidéo à toutes et à tous. Let's go! On entre directement dans le feu de l'action. Caperdonich ouvre le bal. C'est le dernier jour du festival. Aujourd'hui, place aux demi-finales, puis à la grande finale. Et au bout du chemin, la liberté est le vœu exaucé par Bertholep en personne. Du côté des demi-finalistes, Govan est en feu, convaincu de sa victoire, avec Balin étant à fond derrière elle. Mais Tristan n'étant pas du tout du genre à se laisser faire ou à se laisser marcher dessus. Ouais, Tristan n'est pas du genre à se laisser marcher dessus bien évidemment. Il lui balance donc direct. Va pas trop vite en besogne. C'est moi qui vais gagner ce tournoi. Et devinez qui ramène son grain de sel? Bah, bien évidemment, Chiant, toujours fidèle au poste, avec ses expressions faciales à mourir de rire, je vous le dis clairement. Ce perso est littéralement devenu pour moi un gag de méchanceté à ce niveau. Et franchement, je commence à bien l'apprécier depuis son retour dans cette seconde partie. Mais bon, n'hésitez pas à me donner vos avis sur le perso. Perso, il ne me déplaît plus comme dans la première partie. Maintenant, pour ceux qui pensent que les mots de Tristan à Govan, c'est du vent, détrompez-vous, car il a promis à Isolde 2 de remporter ce tournoi pour elle, même en ayant recouvert la mémoire, car cette dernière veut remporter le tournoi pour le vœu, souhaitant ainsi que Bertholep recouvre la mémoire. Donc s'il croise réellement le fer avec Govan, croyez bien qu'il ne va pas se laisser faire. Et Govan, avec son tempérament explosif, bah elle ne va probablement pas laisser ce dernier gagner. On tient peut-être là le clash tant attendu entre les deux échecs, comme mentionné par Govan dans l'arc des démons du Quatuor. N'hésitez pas à me donner vos avis. Côté tribune maintenant, Isolde 2 demande à Isolde ce qu'elle fiche là à ses côtés. Réponse directe, c'est Tristan qui me l'a ordonné, au cas où un imprévu pointerait le bout de son nez. Mais ce n'est pas tout. Isolde espère aussi que Bertholep, le père d'Isolde 2, retrouve enfin la mémoire pour sa fille. Une déclaration qui surprend Isolde 2, car elle s'attendait à de la haine pure et dure de sa part, vu ce qu'elle a fait à Tristan. Dans l'arène, sous les cris enflammés du public, les deux premiers demi-finalistes font leur entrée. Perceval, Diodra, l'ambiance est électrique. Caperdonich, alias Gauser, prend la parole et rappelle les exploits des deux combattants depuis le début du tournoi. On a Caperdonich aussi un peu excité de voir s'affronter espoir contre désespoir, deux forces totalement opposées, un choc de vision, de philosophie et de tout le tralala en fait. Dans les gradins, les compagnons de Percy ne sont pas tous confiants, certains doutent, mais Naizen lui reste calme. On doit juste avoir confiance en lui. Le coup d'envoi est donné. Et là, petite parenthèse stratégique entre Govan et Tristan. Ces derniers analysent la situation et résument parfaitement les enjeux. Sur le papier, Perceval est au-dessus. Expérience, capacité, puissance. Il a même la force circulaire, l'arme créée par Dubs. Mais ils ajoutent un gros bémol pour Percy. S'il trouve pas comment bloquer la magie de Diodra, il est foutu. Car même si Perceval peut se régénérer après chaque coup réfléchi, à force il va s'épuiser. Et Diodra lui attendra probablement ce moment. Dans l'arène, Diodra ne perd pas une seconde. Il ouvre la faille vers le purgatoire avec Portier et invoque grâce à invocation les bêtes du purgatoire. Il dégaine ensuite son épée, lève les yeux vers Percy et lui balance calmement ou bruyamment: je te souhaite un bon duel à mort. Car ouais, petit rappel, ils s'étaient tous deux mis d'accord. Un seul sortira vivant de ce combat. Mais là, surprise totale, Perceval plante son épée dans le sol, un grand sourire au visage, pas d'agressivité, pas de tension, juste de la joie. Et là, Diodra le prend pour un lâche, pas le temps de réfléchir, il fonce. Mais bam, Perceval à main nue lui place un uppercut monstrueux dans le bide. Diodra est projeté en arrière, complètement déséquilibré. Dans les tribunes, ses compagnons détournent les yeux. Ils n'ont pas envie de voir l'inévitable. Ils pensent tous que la réflexion de Diodra
va inverser le coup. Mais étrangement, rien ne se passe, aucune onde de choc, aucun renvoi de douleur. Diodra vacille, il souffre pour la première fois depuis l'éveil de sa magie. Tous sont étonnés, et Perceval, il avance donc tranquillement, pendant que Diodra commence à douter. Pourquoi ça ne marche pas? Il tente une attaque désespérée, mais Percy esquive d'un pas fluide, où il lui balance un direct en pleine bouche. Diodra s'écrase au sol comme un sac de sable. Même Capordonish le confirme, sa magie de réflexion ne fonctionne pas sur Percy. Le public est sous le choc. Perceval vient de briser ce que tout le monde croyait intouchable. Percy avance, calme, déterminé. Il passe au milieu des bêtes du purgatoire, comme si de rien n'était. Diodra panique, il hurle, attaquez-le. Mais là, silence, les bêtes restent immobiles, aucune réaction. Ces mêmes créatures qui étaient autrefois des compagnons de jeu pour lui. Elles refusent de bouger, et il comprend, ils sont la solitude montée. Mais bon, arrêtons-nous un instant par là, car il est, je pense, logique de se demander, après cette séquence troublante, pourquoi ces bêtes ne l'ont-elles pas aidé, alors qu'elles étaient censées être sous son contrôle. Eh bah non, c'est justement là le problème. Ces bêtes ne sont pas des invocations forcées ou des marionnettes, ce sont des êtres conscients, libres. Et Diodra, pour leur donner des ordres, les avait menacés au combat précédent, ou juste en souvenir à leur lien passé avec Diodra, ces bêtes l'ont obéi. Voilà probablement aussi pourquoi Diodra n'en invoque pas d'autres, car il n'a pas de lien véritable avec les autres bêtes du purgatoire. Aussi, contrairement à Turette, qui avait gagné leur confiance avec le temps, Diodra n'a fait que voler sa magie, qui permet d'invoquer ces créatures, et non de les contrôler. Ce n'est donc pas juste un échec, c'est le prix de la trahison. Il a semé la peur et a récolté l'abandon. Mais revenons dans le vif du sujet. On a donc Diodra au sol, humilié, abandonné, mais il ne veut pas lâcher. Il prend son épée, se relève et fonce sur Percy encore. Mais rien à faire. Percy esquive, riposte et lui colle des patates monumentales à chaque tentative. Dans les gradins, Nezian observe et là, elle commence à comprendre. Tiens, pendant mon combat contre Diodra, mon premier coup n'avait pas été réfléchi non plus, mais tout avait basculé après un détail clé. Diodra l'avait menacé de tuer Percy et en entendant cela, elle s'était mise en colère et c'est à ce moment-là que tout avait changé. Chaque attaque, chaque sort était reflété. Des espoirs s'étaient activés. Govan capte l'analyse au vol et complète. Ce pouvoir, ce n'est pas vraiment une magie, c'est une malédiction. Elle le disait déjà la première fois qu'elle avait vu Diodra en action. Et là, tout s'éclaire. Le désespoir ne se déclenche que si l'adversaire le ressent profondément. Il se nourrit de la haine, de la rage, du dégoût. Pas de sort, pas de geste, juste des émotions négatives. Et là, on peut se poser la vraie question. Est-ce que Diodra savait seulement comment fonctionnait sa propre malédiction? Spoiler, probablement pas. Il s'est juste cru, je pense, invincible. Point final. Il s'est cru être balin. Il n'a jamais essayé de comprendre. Il s'est contenté de croire que son pouvoir marcherait à chaque fois. Et maintenant qu'il est face à quelqu'un qui peut outrepasser son pouvoir, il est dépassé, impuissant. Juste finito en fait. Diodra, désespéré, au lieu de désespérer les gens, lance ses dernières attaques, tout en rage et en fureur. Mais Perceval, implacable, lui balance une énième patate monumentale en plein visage. Diodra tombe littéralement pitoyable. Govan analyse la scène et conclut. C'est sûrement grâce à Varghese que Perceval a pu contourner la malédiction de Diodra. Varghese lui a permis d'évacuer toute haine envers Diodra et là, Désespoir ne peut plus rien faire contre lui. Perceval continue de serrer le poing, les yeux fixés sur Diodra à terre. Mais étrangement, sur son poing, sa bague de dissimulation est absente. Voyant Diodra aussi désespéré, il lui tend la main, toujours sans cette foutue bague. On ne sait rien l'un de l'autre, mais soyons amis maintenant. Gros plan sur la main tendue de Percy, avec encore une fois de plus ce doigt dénué de bague. Le chapitre s'arrête donc là. Déjà, je vous le dis, on doit vraiment revenir sur le mystère de cette bague. Où est-elle passée? Mais honnêtement, pour ce qui est de mon avis global sur ce chapitre, pour moi, il a été assez surprenant, rapide, efficace, mais avec un petit goût mitigé, un petit goût désagréable en fait. J'aurais aimé voir Diodra se défendre un peu plus avant de tomber, mais ça reste un moment cool à lire. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Partagez vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse de zinzin, et aussi pour le référencement putain. Mais bon, en revenant brièvement sur cette fin de chapitre, pour moi, le combat Diodra-Percy ne touche sûrement pas à sa fin, car notre chevalier du désespoir doit nous prouver qu'il est l'exact opposé de Percy, en termes de force même, oui, il doit prouver qu'il peut se tenir contre Percy et résister. Aussi, avant ce duel, la malédiction de réflexion de Diodra était un mystère total pour tous. Et normalement, Percy aurait dû découvrir seul comment contourner cette malédiction. Mais grâce au conseil de Varghese, il a pu l'anticiper. C'était une victoire stratégique, pas émotionnelle. Et c'est justement là le problème. Perceval est un esprit de vie, mais il a été élevé par des humains. Il reste émotif, vulnérable à la colère. Et donc, si Diodra veut activer sa malédiction, il doit le faire craquer. Pour l'instant, rien ne semble l'atteindre. Même une invocation probable d'une nuée de bêtes du purgatoire dans le tournoi ne fonctionnerait probablement pas. Et aussi, de simples paroles de Diodra seraient inefficaces. Alors, quel serait le seul moyen de vraiment briser Percy dans ce duel? Comme je l'avais théorisé la semaine dernière, absorber l'âme de Varghese devant Percy. Car pour moi,
moins, la magie véritable de Diodra, c'est l'absorption d'âme, donc de magie. Car la magie est liée à l'âme, ou l'âme est liée à la magie. Et grâce à Gareth, on sait que l'âme de Varghese est encore présente et peut apparaître à tout moment. Et avec cette info, imaginez, Varghese arrive dans l'arène pour raisonner son petit-fils Diodra, qui refuserait la main tendue par Percy. Mais Diodra, rongé par la haine, refuse la main tendue par Varghese aussi, et décide de l'effacer à jamais. Percy serait anéanti, pas juste en colère, mais brisé. Cet acte de sa part engendrerait alors deux conséquences majeures pour moi. En premier, Diodra, en volant le pouvoir force de Varghese, deviendrait physiquement redoutable, égalant pourquoi pas le niveau de Percy, car ça ne serait pas naturel mais magique. En second, Percy, rongé par la culpabilité, pourrait douter de son idéal d'espoir, laissant place au désespoir, et avec cela, faisant ainsi fonctionner la malédiction de Diodra à 100%. Et c'est là que le vrai duel commencera, espoir contre désespoir. Peut-être avec cela que le fameux invité teasé avec le titre du prochain chapitre serait en réalité Varghese lui-même qui interviendrait pour raisonner Diodra. Mais bon, il y a un détail qui me fait douter de tout ce que je viens de vous dire sur l'absorption de l'âme de Varghese et tout. Et ce détail, c'est bien évidemment, encore une fois de plus, le titre même du prochain chapitre. Invité ou les invités. En fait, en japonais, c'est assez flou. On ne peut distinguer si c'est au singulier ou au pluriel. Donc ça peut très bien être invité comme des invités. Mais bon, il pourrait aussi s'agir des autres périls débarquant dans le tournoi, ou du moins de l'un d'eux. Et s'ils débarquent réellement, le tournoi pourra exploser à tout moment, car ils connaissent, je pense, tous Percy. Sauf que la bague anti-reconnaissance de Percy pourrait brouiller les pistes. On l'a déjà vu avec Bertholep. Il reconnaît Gouverne comme la nièce d'Arthur, mais pas comme chevalier du Quatuor. Pareil pour Donnie et Anne. Et avec cela, on peut donc déduire que les anneaux anti-reconnaissance de Govan bloquent probablement la mémoire des autres, pas juste l'apparence. Donc oui, les périls pourraient être là sans rien faire, juste en observateur, jusqu'à ce que tout pète. Mais attendez, et si Perceval avait perdu son anneau? Certains vont dire oubli de destin, mais non, on le voit littéralement jusqu'au moment où il frappe Diodra avec cette patate monumentale, et juste après, plus rien. Nous avons eu des gros plans ultra précis sur sa main, et l'anneau, bah, elle semble avoir totalement disparu. Et pour moi, c'est pas juste un oubli, c'est voulu. Peut-être que l'anneau s'est brisé à cause des impacts des nombreux patates qu'il a donné à Diodra. Ou pire encore, Diodra, voyant son infériorité face à Percy, a décidé alors de révéler son identité devant tous, pour qu'il soit éliminé et que lui soit couronné vainqueur. Et si c'est réellement le cas, le camouflage de Percy est donc levé. Et donc, le public pourrait le reconnaître, les périls aussi. Et là, ça peut partir en vrille très vite. Les combats principaux de l'arc pourraient alors s'en suivre, mettant ainsi fin au tournoi. Mais vous pensez que c'était un oubli ou une mise en scène calculée? Partagez vos théories dans les commentaires. Je suis très curieux d'avoir vos retours sur ce détail. Et pour finir, il y a un détail que très peu de gens ont révélé. Govan parle encore une fois de plus du pouvoir de Diodra comme étant une malédiction et non une magie. Et franchement, pour moi, ça change tout. Parce que si on regarde bien, le pouvoir de réflexion et celui d'absorption d'âme semblent presque déconnectés, comme s'ils ne venaient pas réellement d'une origine commune. Et si c'était réellement le cas? Et si la réflexion n'était pas sa magie, mais bel et bien une malédiction héritée? Méliodas et Elisabeth l'ont prouvé. Les malédictions divines peuvent survivre à la mort et ne s'activent théoriquement qu'au moment où la personne visée meurt, ou bien un peu avant. Comme avec Méliodas et Elisabeth qui ont tous deux eu leur malédiction activée après leur mort par le roi démon et la divinité suprême. C'est peut-être ce qui est arrivé à Diodra. Lorsqu'il a été tué par Othès, sa malédiction s'est réveillée. Et d'où viendrait-elle? Bah, de sa mère. Exposée au miasme du roi démon, elle aurait sans le vouloir pu être maudite par cette malédiction maudite, héritant ainsi d'une malédiction de réflexion de tout dégât, avec désespoir. Une malédiction que Diodra aurait soit hérité d'elle, avec bien évidemment ce corps fragile et tout, ou juste absorbé sans le vouloir à sa naissance, grâce à sa magie véritable qui l'aurait éveillé aussi à la naissance, l'absorption d'âme. Car oui, pour moi, désespoir pourrait être cela, une magie d'absorption d'âme, de magie et même de malédiction. Pas de pouvoir, mais une seule capacité ultra complexe qui lui aurait permis d'absorber la malédiction de réflexion de sa mère, ce qui expliquerait pourquoi elle ne s'est activée qu'à sa propre mort, comme pour Méliodas et Elisabeth, ou encore pourquoi elle n'agit pas comme les autres magies. Diodra serait alors une anomalie née du chaos, un être maudit depuis la naissance, sans même le savoir, et son pouvoir serait l'exact opposé de celui de Percy. L'un sauve les âmes, l'autre les efface. Dites-moi ce que vous pensez de cette théorie complètement retournante dans les commentaires. Et si vous voulez que je creuse tout ça dans une vidéo entière centrée sur Diodra et la nature véritable de sa magie, faites-le moi savoir dans les commentaires. D'ailleurs non, je vais pas attendre. Je prépare déjà cette vidéo ultra détaillée sur sa magie, parce que je pense qu'on tient là un truc assez énorme à développer. Et comme je l'ai dit, le prochain chapitre s'intitule Invité ou les invités, selon la traduction bien évidemment. Et ce simple mot suffit à faire exploser les spéculations. Est-ce que ce sera la fin brutale du tournoi avec l'arrivée fracassante des périls, ou au contraire son prolongement avec un
twist de malade. Vargas débarque, tente de raisonner Diodra et se fait absorber. Rien n'est moins sûr. Mais ce qui est certain, c'est que Diodra est actuellement en sale état, littéralement piétiné par le cavalier de la mort. Mais est-ce vraiment la fin de sa descente ou le début de sa renaissance? N'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires. Mais globalement, le chapitre 198 des 4 chevaliers de l'Apocalypse était assez inattendu. Celui-ci poursuit la chute vertigineuse de Diodra, le chevalier du désespoir, et révèle enfin la faiblesse fatale du désespoir. Perceval domine le combat sans céder à la haine. Et c'est justement cette maîtrise émotionnelle obtenue à l'aide du vœu de Vargas qui lui permet de désactiver la malédiction de Diodra, rendant ses coups enfin efficaces. Les bêtes du purgatoire jadis loyales refusent d'obéir à leur ancien ami à cause probablement de sa tyrannie. Et Perceval ne se contente pas de gagner. Il tend la main à son ennemi pour honorer le souhait fait par son grand-père. Un acte qui pourrait bien se retourner contre lui. Car Diodra est à terre, humilié, mais pas encore vaincu. Et le pouvoir du désespoir n'a pas encore dévoilé toutes ses facettes. Car oui, ce pouvoir n'est peut-être pas juste basé sur la réflexion des dégâts. Voilà les bros. C'était tout pour cette review complète du chapitre 198 des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Un chapitre plus stratégique qu'il n'y paraît, où Perceval gagne sans haine, et où Diodra perd, mais pourrait revenir plus dangereux que jamais. Entre la disparition de la bague de Perceval, la symbolique du pardon, et la menace d'une magie encore inconnue, le combat entre espoir et désespoir ne fait que commencer. Alors dites-moi en commentaire ce que vous attendez de la suite. Perceval a-t-il fait une erreur en tendant la main à Diodra? Diodra va-t-il enfin révéler la vraie nature de sa magie? Et surtout, l'âme de Vargas est-elle réellement en sécurité? Je vous lis comme d'hab avec attention. Et si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, même si je sais que c'est déjà fait. Et partagez à fond pour soutenir la chaîne. C'était Big Manga. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous très bien. Et surtout, bonne continuation à toutes et à tous. Peace.